Bonjour à tous et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle audio qui présente mon article sur Nicolas Hulot intitulé Le syndrome du Titanic versus écologie intérieure. J'en profite pour vous informer que pour cette fin d'année 2021, je vais rediriger mon site Le Ciel Bleu Astrologie sur un nouveau site qui portera mon nom cette fois et que je suis extrêmement ravie de vous retrouver après plusieurs mois de travail intense à l'élaboration de celui-ci. Le syndrome du Titanic versus écologie intérieure. Synchronicité, quand tu es là et que tout se voit de devant à dehors, c'est formidable. Alors que j'écris cet article au sujet de Nicolas Hulot, pour lequel nous sommes aujourd'hui surpris des rebondissements médiatiques et fulgurants, je déguste une infusion aromatique ayant au dos de l'étiquette les mots suivants. Life is not a problem to be solved, but a reality to be experienced. Ces mots auraient pu préfacer la biographie de M. Ushuaïa. En effet, cet homme s'est lancé dans l'expérimentation de la vie, faisant en sorte que jusque-là, celle-ci ne soit pas un problème. Son film écologique intitulé Le syndrome du Titanic, sorti en 2015, n'est-il pas la version planétaire d'une dénonciation d'une réalité cachée de notre humanité, qui dans son fonctionnement porte les vices de tous les maux écologiques qui soient? Cette réalité de fonctionnement est cependant à l'œuvre à l'intérieur de tout un chacun, demeurant inconsciente et restant cachée jusqu'à ce qu'on la découvre. Nicolas Hulot dénonce très bien les effets dévastateurs des prédateurs de la planète, constatant tristement que le mal est fait presque inexorablement puisque caché dans sa grande part d'invisibilité. Mais il semblerait aussi qu'il ne puisse être compris que et faire sens que à partir du moment où il devient visible au vu et au su de tous et dénoncé par tous les êtres sensibles de la planète. Comment cependant relier cette fantastique aventure humaine et personnelle idéologique à un destin singulier, mais néanmoins beaucoup moins glorieux sur fond de vices et scandales sexuels? Comment l'astrologie telle que je la pratique peut nous éclairer sur ce déploiement des possibles? Nicolas Hulot a prôné en roi de l'écologie sa place et son territoire. Nous retiendrons la force de son expérience écologique comme un explorateur célèbre, un aventurier capable de nous partager son univers sensible et universel, et cela pendant des années d'émission. Effectivement, Jupiter est ici maître de l'ascendant par exaltation. Il se tient serré à Uranus, qui va faire de notre Monsieur Hulot un fervent porteur de la flamme de la connaissance auprès des hommes, dans la symbolique toute simple du mythe prométhéen. Mais comme le disait mon breuvage, il est des destinées qui ne peuvent que se vivre dans une course effrénée, rebondissant d'expérience en expérience pour se maintenir en vie, tout simplement. Une vie de mouvement. Mars est en Gémeaux dans le thème natal, follement dingue de la sensation quasi absolue de savoir que la vie est finalement le bien le plus précieux. Vénus en Bélier est au plus haut du ciel et mène cette danse planétaire. À cette intrépide et incessante course pour la vie s'oppose cependant une face cachée beaucoup plus sombre pour le natif. En effet, c'est la peur de la mort dont on se rapproche sans cesse dans une vie trépidante où se côtoient des expériences sportives à haut risque, tout autant qu'aventurières et téméraires, mais aussi des expériences pleines d'exaltation et de nourriture émotionnelle qui vont au gré de vécus intenses, aussi bien dans le domaine des affaires que dans la vie sentimentale à rebond. N'est-ce pas là, d'une part, un moyen mis en place par le natif, par l'inconscient du natif, puis-je dire, pour ne pas sombrer et faire face à un mal séculaire d'un drame familial enfoui dans un destin de l'arbre généalogique? Mais aussi, il y a cette autre part à considérer, la facilité pour lui de rester près de ceux qu'il a aimés et qu'il a perdus. Peut-être qu'il peut les retrouver dans cet ailleurs invisible, dans cet ailleurs indicible. Rappelons que son frère aîné s'est suicidé au moment de Noël dans une cave de la maison familiale alors qu'il était réputé pour être parti simplement en voyage. N'est-ce pas là le drame contenu et encadré et représenté par Mars en Gémeaux, hein, avec
la chaîne planétaire qui s'ensuit. Ce dernier, Gonzague, aura laissé un mot au moment de son départ expliquant que la vie ne vaudra pas la peine d'être vécue. Face à ce drame, Nicolas, le frère cadet, n'aura eu de cesse que de contredire cette affirmation. Contredire cela pour justifier de sa propre survie, de son non-suicide, dans cet imbroglio familial empreint de culpabilité. Notons aussi que l'ascendant en cancer, comme tout ascendant en cancer, a besoin de calme, d'introversion, mais que cette rassurance est impossible avec la conjonction d'Uranus, qui amène sans cesse son lot de surprises, notamment encore et aujourd'hui des surprises médiatiques. Au gré des émissions qui ont fait cependant le succès du cinéaste aventurier, beaucoup ont vu la suite logique, car le grand-père paternel de Nicolas était chercheur d'or et dans son comportement, un signe de très grande réussite face à un destin pas facile, ont montré une grande résilience. Mais il aurait pu et préféré se contenter, comme tout à chacun, de la partie de l'iceberg visible. Mais c'était sans compter la Vénus dominante, maîtresse de son soleil en taureau, en quadrature avec son ascendant. Un maître d'ascendant serré à Pluton, Pluton, comme on le sait, qui est le grand fossoyeur dans les thèmes, la mission de Nicolas était en fait tout autre. À travers un destin des plus singuliers et des plus atypiques, il est là pour servir une répétition familiale en la dénonçant juste par son vécu, lui-même étant, à mon sens, l'iceberg de son histoire. En effet, dans le transgénérationnel, ce qui n'a pu s'exprimer, sortir au dehors de l'eau, au dehors de l'univers de l'émotion, le mal dont on a pu exprimer le mot, s'est imprimé dans le clan et par tous les membres de la famille. Alors, pour la part de Nicolas Hulot, notons que sa mère Monique est le fruit d'une grande famille française, et cette famille est très très riche. Elle est reliée donc aux maisons de Malartic, dont le grand-père maternel a subi en son temps un grave revers de fortune et aurait tout perdu par le jeu. Alors que c'était un bâtisseur, à l'instar de tout soleil en taureau, hein, quelqu'un qui sait bâtir, lui, il était maître de forge. Il s'est enrichi dans la construction des premiers barrages hydroélectriques et a tout perdu au jeu jusqu'à son dernier fusil de chasse. C'est vous dire le degré d'humiliation de cette chute sociale et économique. Et l'empreinte qu'elle a pu laisser en termes de revers de fortune, par scandale et par vice, et cette empreinte reste engrammée dans l'histoire familiale biologique. Cette mémoire mortifère, bien sûr, n'est perçue qu'après coup, puisque souterraine, non dite, restée dans le silence et dans le secret de famille. Elle est avec une lune en lion sur le thème de Nicolas, maître de la fortune, conjointe à Pluton. Tout reste caché et à l'ombre des plateaux TV ou des devants de la scène. La mère est elle-même enclavée dans cette fragilité dramatique. Elle a dû de ce fait élever ses 3 enfants avec la gestion rigoureuse laissant peu de latitude, et puis l'habitude de se laisser porter par des deuils non faits, le Saturne de Nicolas est en Scorpion, et dans cette famille, les remises en question, les épanchements psychologiques ne peuvent avoir lieu. On avance, on ne résout pas parce qu'on doit avancer et qu'on ne peut pas tout faire. Au mieux, on fait le contraire, et au pire, eh bien, le déni reste de mise pour sauver la face visible de l'iceberg. Notons l'axe Gémeaux-Sagittaire qui va rester dans le monde des conventions, du consensus familial. Cependant, le natif, dans son ADN spirituel personnel, a choisi cette famille dans laquelle il est venu s'incarner. Et lui-même, au fil de ses incarnations, vient du nombre de descendants Capricorne. Il est relié à une forme de continuum de conscience attaché au silence, à ce qui est tu et qui ne peut pas se dire, et il a l'habitude de porter le poids de cette charge, le poids de cette culpabilité reliée au secret de famille. Mais c'est ce qu'il est venu transformer dans cette vie. Alors il a commencé, bien sûr, tout au long de sa vie, il s'est efforcé de bien faire. Il a commencé dans son livre autobiographique, Les chemins de traverse, à relater l'histoire du couple parental séparé, avec un père parti trop tôt, et parti du foyer, mais ensuite parti par la maladie, par le cancer, et bien que celui-ci
se soit séparé de son épouse, donc de la mère de Nicolas. Il aura toujours été amoureux de celle-ci et aura vécu dans le rejet de cette dernière jusqu'à sa mort. Cette dernière qui, elle, devait faire face à son empreinte génétique, à savoir qu'elle avait beaucoup de rancœur face à ce qui lui avait fait revivre, à celui qui lui avait fait revivre la chute sociale de sa famille et toute l'infortune de celle-ci. En effet, le couple parisien des parents donc de Nicolas n'a visiblement pas réussi dans les affaires avec un commerce repris de fleurs à Nice. N'ont pas pu réussir autant qu'ils l'auraient espéré. Nicolas, avec son soleil en taureau, porte dans cet esprit des hommes de la lignée qui, forts de leur capacité d'entreprendre, vont bâtir quelque chose, vont mettre en œuvre. C'est l'Héphaïstos, le forgeron dans sa forge, et c'est pas pour rien que son grand-père était lui-même forgeron. Mais ensuite, le drame, c'est qu'ils perdent leur fortune avec le passage de Pluton, carré Saturne, et que c'est répétitif. Et si aujourd'hui le mal a rattrapé le natif par des scandales sexuels, tout droit sortis de la face de l'iceberg qui demeure caché, de son iceberg personnel, il n'en demeure pas moins que cette partie-là l'a toujours habité, puisque faisant partie de lui dans ses moindres tréfonds ambitieux. Habitué au secret pour protéger sa mère, qu'il a protégé du suicide de son frère, il partage bien sûr cette loyauté familiale en se prêtant à un scandale qui le met aujourd'hui en pleine lumière, comme si le drame du secret de famille lié aux formes d'abus cherchait à se dire une nouvelle fois. Ceux qui ont vu et lu sa vie sous forme de résilience pleinement aboutie pourront aujourd'hui voir en fait en quoi tout simplement eh bien, il n'y a pas que la résilience et que derrière la résilience se cachent bien souvent d'autres formes de choses et que le tragique du fruit vient de l'arbre. En cette fin 2021, il semblerait que la fuite propre au cancer, qui a pour instinct naturel de se préserver, de se réfugier dans sa carapace au plus profond du sable, ne soit plus possible à l'aune de la répétition saturnienne qui s'annonce. Lorsqu'il a annoncé son départ du gouvernement à la grande surprise générale en 2018, alors qu'il était ministre, Nicolas Hulot, faut bien le savoir, a repris son contexte planétaire du ciel natal. Sa Vénus en milieu de ciel domine impulsivement toutes ses décisions, et Jupiter étant le maître par exaltation de son ascendant, tout ce qu'il fait ne peut être que teinté d'originalité et de grand. Hein. Rappelons-le, Jupiter est conjoint à Uranus. Et dans toutes les conjonctions du thème, que ce soit celle de Lune-Pluton, de Jupiter-Uranus, de Soleil-Mercure, on retourne vers une forme d'intensité, mais exprimée par déséquilibre. Et ce déséquilibre font que toutes les énergies qui vont être à l'œuvre dans le côté événementiel de la vie du natif vont pervertir celle-ci de côté dramatique. Il y aura toujours dans la vie du natif quelque chose sous forme de problème, comme pour amener celui-ci à trouver une solution. C'est un petit peu le précurseur de la formule orientation-solution, si je puis dire. D'ailleurs, lors de son annonce, la tension vécue peut être telle que, plus que le besoin de chasser cette force, cela peut entraîner chez lui une forme de dépassement propre au destin extraordinaire. Mais notons qu'une conjonction dans un thème nécessite toujours d'harmoniser les parties qui sont considérées comme conflictuelles dans ce qu'elle contient. Ici, on a bien vu Lune Pluton en Lion, Maison 3 parle de l'amour impossible, en termes d'abord d'amour d'estime de soi, retransmis par la mère, mais aussi de la tendance destructrice inconsciente contenue dans les besoins d'être reconnu en dehors de l'eau, en dehors de la partie de l'iceberg caché, de se sentir vivant, aimé par la domination tout simplement. Et on ne peut, en tant qu'enfant, quand on a ce type de configuration, aller sereinement sur le chemin du Père, à la rencontre du Père, sans trahir la volonté destructrice d'un inconscient maternel auquel on fusionne, auquel on s'identifie,
Lune Pluton en maison 3. Néanmoins, la force du thème est malgré tout d'avoir réussi à se dégager de l'adversité par des stratégies créatives ultra puissantes, puisque elles ont réussi quand même à diriger au mieux les tendances destructrices vers des buts constructifs. Les combats pour l'écologie le prouvent, et c'est grâce à l'écologie qu'il a su montrer comment une civilisation basée sur le quantitatif, sur la prédation des ressources de la Terre, conduit celle-ci à la raréfaction des ressources naturelles. Et qu'il faut à ce niveau-là un changement des consciences, et il a bien compris que ce changement des consciences n'était pas gagné. Car avec un comportement général et collectif euh, basé sur ce quantitatif, nous sommes tous soumis au mythe de Midas, c'est-à-dire à l'appropriation des richesses, à la spoliation, par exemple, des pays pauvres en faveur des pays riches, et le correctif à apporter, comme l'a très bien démontré Nicolas Hulot sur le plan écologique, serait de comprendre et d'aller dans le signe du taureau qu'il ne s'agit pas d'être esclave de ses possessions, au point de les perdre et de se sacrifier, mais comme dans le signe du scorpion, mais qu'il ne s'agit pas non plus d'être esclave de ses passions au point de tout perdre par celle-ci. Rappelons-le, le signe du scorpion, si souvent décrié, peut se retrouver dans le besoin de vivre, dans la possession de l'autre, ou tout au moins quelque part d'utiliser l'autre, que ce soit physiquement, mentalement et dramatiquement sexuellement. Alors toutes ces choses qui étaient si bien dénoncées sur un plan écologique et planétaire sont, on le voit, le reflet que d'une souffrance intérieure, et que c'est visiblement le point d'achoppement dans la vie du natif, et les zones d'ombre sexuelles qui sont aujourd'hui dénoncées semblent tout compte fait prendre appui sur un autre point sensible du thème astral. J'ai noté la lune noire en scorpion. En théorie, le natif connaît la puissance du signe, bien sûr, et son vertige d'absolu, comme dirait Luc Biget, mais il peut malgré tout être enclin à tomber dans un affre et à ne plus pouvoir entièrement maîtriser les vertus de transformation du signe du scorpion. Le scorpion, on le sait, a la capacité de travailler sur les désirs inconscients qui l'animent. Il doit faire pour cela un chemin de conscience qui est d'apprendre à explorer systématiquement tous les désirs les plus secrets, les réaliser pour les éroder ou bien encore les considérer comme irréalisables et s'en libérer. À l'échelle humaine, cependant, à l'échelle humaine du temps et de l'écologie intérieure, si l'être humain pouvait être réalisé, abouti et ne pas nuire à la planète sans passer par le processus personnel, individuel d'involution et d'évolution, cela se saurait et on ne saurait pas où on en est avec ce que l'on appelle le réchauffement climatique. Ainsi peut-on facilement deviner la voie qui a été la sienne sur ce chemin de conscience, avec pour autant un destin considéré comme majestueux. Dans sa partie sombre, dans sa partie souterraine du scorpion, le Saturne natal de Nicolas Hulot reçoit de surcroît des avantages, si j'ose dire, destructeurs et inconscients d'un Pluton en carré, ce qui a pu inciter le natif à agir pulsionnellement pour répondre à des besoins impérieux beaucoup plus grands que lui, beaucoup plus forts et inéluctables. Et de ces pulsions, qui pour lui peuvent demeurer relativement de moindre importance, eu égard une petitesse relative de tout être humain, il peut à l'intérieur de lui marchander et faire fi de toute considération et se laisser guider par le plus grand que lui qui l'anime. La pulsion peut tout simplement retranscrire cet amour de la vie qu'il a ressenti dans la préscience du plan vertigineux d'absolu auquel il est relié, auquel est relié d'ailleurs tous les fondements même de l'existence. C'est l'art et la manière abrupte et violente de posséder l'autre par la partie animale, par la partie dominatrice, mais qui peut se supporter parce qu'elle sait qu'elle est à la base même de la vie. Le lien en possession, dans l'axe scorpion-taureau, est figuré par l'esprit.
par le soleil taureau dont le natif est doté, ce qui annonce aussi un lien très fort avec le transgénérationnel, avec la lignée paternelle. Utiliser mentalement, physiquement l'autre peut se révéler être la transgression à dépasser dans ce continuum de conscience familiale. Saturne ici pose les contours de ce qui pourra s'appeler le déni, par intensité de culpabilité. Je m'explique, cette part d'ombre pourrait être reliée au vécu de la mère soumise elle-même au phénomène d'emprise, Lune-Pluton, aspect qui explique un cheminement difficile pour sortir du déni installé dans le secret de famille retransmis. Une difficulté tout simplement à accepter ses erreurs, à accepter les erreurs de sa propre lignée, tant que nous portons cette culpabilité avec un Saturne dissonant. N'ayons garde cependant d'oublier que le natif aura finalement peu de latitude pour déroger à un comportement aberrant et inconscient de l'arbre, ayant en effet sa Vénus en bélier en maison 10 qui le pousse à se diriger vers une forme d'accomplissement par un désir très fort du pouvoir et d'arriver à s'accomplir par une réussite hors norme, Jupiter-Uranus, qui sera le pivot central de ce que l'on aura appelé par la suite sa résilience face aux blessures du passé, au traumatisme de l'enfance. Jupiter, notons-le, en maison 1, valide le natif et le légitimise en son statut social, en son rôle médiatique, et c'est pourquoi aujourd'hui il se retrouve accusé, mais avec des crimes dont on connaît la prescription. Même s'il est capable de toute l'originalité qu'on lui prête pour entretenir un fonctionnement éruptif, décideur, capable de dire oui ou non, j'appartiens à ce groupe ou pas, ou je fais ce que je veux de ma vie et la rend originale, on pourrait encore croire à l'entière honnêteté du contexte de la démission soudaine de Nicolas Hulot du gouvernement de Macron en 2018. Nicolas Hulot a fait le buzz en annonçant d'une façon très uranienne sa démission comme quelque chose qui avait un chapeau idéologique et une raison d'être idéaliste, correspondante en fait à l'image sociale qu'il s'était construite et à son honneur en Sagittaire. Et à l'époque, tous les journalistes ont été saisis de stupeur à cette annonce pour le moins surprenante, qu'allait quelques heures plus tard soutenir le président de la République dans un communiqué de presse en laissant bien montrer le respect mutuel et la réciprocité mutuelle des deux hommes dans l'appréciation. Mais derrière cela, ce qui aujourd'hui peut mettre la puce à l'oreille est un autre fil conducteur rouge, souterrain, c'est la partie cachée de l'iceberg qui agite dans l'ombre d'une présomption d'innocence de plus en plus faible au vu des poursuites engagées à l'encontre du natif, et ce depuis 2008. On ne peut alors que vérifier se pencher sur le nœud sud, cette fois-ci qui est situé en Gémeaux, tout proche de l'ascendant, mettant celui-ci dans une prédisposition naturelle à utiliser le verbe jusqu'au mensonge et son contenant donc dans un sens qui ira servir sa cause personnelle, intime et cachée. Nous sommes en maison 12. Selon moi, au moment de 2018, il a menti en faisant croire que le président n'était pas au courant de sa démission, et c'est celui-ci, dans sa conférence de presse, qui, en tournant le visage le plus souvent, parlant de biais à la caméra, laisse deviner une quelconque forme d'hypocrisie derrière l'énorme mise en scène dont ils ont pu être complices pour le public, pour le devant de la scène, et ainsi dissimuler quelque chose qui allait servir à une manipulation de grande envergure quelques années plus tard, puisqu'il fallait bien cacher cette partie de l'iceberg qui devait rester invisible. Parce que tôt ou tard, elle allait venir éclabousser l'aura politique des deux hommes par le scandale. Donc c'était très bien vu à l'époque de répéter en fait ce schéma familial de chute. Le natif est habitué à naviguer dans un monde sans frontières, on l'a vu avec Neptune au fond du ciel, où le costume social est fait d'apparat, d'apparence sociale, de pouvoir. La résilience en est une extrême bonne figure. Le nœud nord en Sagittaire, le vouant, a un sens exigu
à la dignité malgré le scandale. Ça, dans la famille, on sait faire, c'est le poids des conventions du milieu social dont il vient et c'est répétitif. Alors avec cette carte astrologique de navigation, Neptune incline par ailleurs aux excès et ne lui permet pas d'opérer une inclusion de toutes les forces subversives liées au pouvoir et à une sexualité malsaine finalement, étant trop près de lui-même de l'Hadès d'une certaine façon. L'Hadès, je le rappelle, c'est le monde des morts, c'est le monde de la destruction. Alors, notons que ces angoisses, ces frustrations intérieures, parce qu'elles sont là, elles sont portées par la Lune et Saturne, par Pluton-Saturne, qu'il a subtilement transporté à l'intérieur de son projet, de son projet humanitaire et de sa fougue, Jupiter étant exalté, l'image du père a quand même posé problème de génération en génération. Un problème d'abord d'identification difficile par l'absence, mais aussi par la défaillance. Pour terminer, ce portrait non exhaustif, bien sûr, de la carte du ciel, cette carte du ciel transgénérationnelle, karmique, on peut noter qu'il est intéressant d'observer à quel point un destin aussi fabuleux soit-il, peut, à l'aune de l'ère du Verseau, avoir des exigences beaucoup plus spirituelles et symboliques. En effet, au niveau socio-culturel, tout le monde se contentera de la version light, édulcorée, de la plupart des interprétations de son thème, et s'arrêteront sur le côté résilient de cet aventurier en survie somme toute. Mais pas à pas, ensemble, on s'aperçoit que pour ce Prométhée d'envergure, Uranus conjoint au maître d'ascendant est aussi le maître de la maison 9 en Verseau, ce qui pose en postulat l'idée de s'arroger un nouveau système de croyance, un nouveau cadre de référence avec des idées innovantes, uraniennes, destinées au futur, au bien commun de l'humanité. Alors cela aura été manifeste, englobé et vécu dans toute la cause idéologique pour l'écologie, mais c'est la partie visible de l'iceberg, mais fort de cette capacité prométhéenne qu'il rassemble en un seul homme, à dire aux autres comment bien traiter la planète, le natif, qui a eu jusque-là plus de mal à vivre en cohérence avec son dilemme intérieur propre au Verseau, je suis un individualiste dans un groupe, cela aurait pu être transcendé à l'aune de cette nouvelle ère, pour voir en effet que derrière l'axe Lion-Verseau, et on va rappeler ici, au niveau astrologique, la figure que l'on voit en T carré qui englobe la conjonction Lune-Pluton, Saturne, Mercure-Taureau, dans une forme de conflit de territoire. En réalité, le thème de Nicolas Hulot évoque beaucoup plus que le destin tragique d'un personnage sensationnel aux proies de simples pulsions, pardonnez-moi, mais plutôt l'ombre d'une victime d'un schéma répétitif familial. Certes, aujourd'hui, il est dans le collimateur de ses supposées victimes et de la sanction médiatique, mais au fond, il est certainement et avant tout victime d'être le jouet d'un archétype profond qui se joue malgré lui et qui est fonction de son niveau d'inconscience, à ceux qui transpirent de l'arbre généalogique. Ici, le personnage va manifester par son destin l'archétype du grand cerf, dans ce que l'on appelle un conflit de territoire par l'axe Lion-Verseau qui soutient le T carré. Le conflit de territoire ici, on peut considérer que le territoire c'est le royaume de tout ce qui a été transmis par l'arbre familial. C'est l'héritage social, c'est l'empreinte familiale, c'est le rang, le prestige d'une charge, l'aura de la famille et ses héros avec ce qu'ils peuvent contenir en bien comme en mal ou leur manque total. Et ce qui va sous-tendre la résilience est que le natif peut avoir la cohésion intérieure d'avoir répondu coûte que coûte aux besoins de ses aïeuls et à la loyauté du clan. C'est son héritage en fait spirituel parce qu'il a le sentiment d'être là pour ça, d'être investi, il appartient à cette famille et il est doté pour cela d'une force de résilience à toute épreuve, même celle de pouvoir répéter l'impensable. Alors, que la conscience du continuum familial demande malgré tout à être réparée, à être guérie. Et tant qu'elle n'est pas dessillée, la transmission se fait ici par le secret de famille et le drame qui y est rattaché. Alors tant que cela est comme ça,
le natif reste un individu dans un groupe. Dans son point positif, notons-le, le natif aura néanmoins réussi à engager donc tout son pouvoir créateur par la couronne du lion dans un combat qui va légitimer et qui va légitimer le fait qu'il transmette quelque chose et qu'il relève un défi, un message porteur pour l'humanité. Ça, on est vraiment dans l'axe Lion-Verseau. Ce qui, pour son inconscient en Lion, pourra amener un investissement, un engagement total pour une autre forme d'humanité. Alors, j'ai trouvé intéressant d'aller voir les degrés des symboles sabiens sur la conjonction notée en Lion, c'est-à-dire Lune-Pluton. Alors, nous avons ici déjà une indication, puisque le 23 degré de la Lune en Verseau, selon Dan Rudyard, donne des vues humanitaires, des goûts artistiques, généralement cultivés, une union platonique, mais c'est aussi un grand ours assis qui agite ses quatre pattes. Alors je vous laisse interpréter ce que vous voudrez bien interpréter. Le 4e degré du Verseau donne une version charitable, profonde sympathie, des difficultés qui sont la source de son inspiration. Et c'est là où son degré de résilience sur le Pluton natal, radical, vient s'étoffer. Et puis, Dan Rudyard donne aussi qu'on a affaire à un homme victorieux de ses passions, qui enseigne les principes qu'il a tirés de sa longue vie d'expérience. Alors, ne pourrait-on pas dire que c'est ce vers quoi il doit tendre aujourd'hui, sans complaisance? En ce qui concerne donc mon étude de ce thème pour cette fin 2021, je conclurai par le sentiment d'une justesse dans cette lecture karmique. Mon autre guide sera son Chiron en Verseau, en maison 8, qui invite Nicolas Hulot à comprendre que les défis que relève son incroyable destin sont issus d'une ressource naturelle d'énergie considérable, d'un magnétisme quasi animal, et qui doivent servir à une maîtrise des instincts dans le domaine du sexe, du pouvoir et de la mort. Et c'est ce à quoi il devra s'attacher dans la transmission pour une rédemption et aller sur une véritable voie de guérison. En astrologie humaniste, il faut quand même noter et observer que on pourrait être tenté de réduire l'observation du thème au sens du sacrifice contenu dans celui-ci, puisque nous sommes en présence, au niveau des éléments, d'une dominante eau, et que sous l'égide d'un féminin contrarié propre à ce beau Saturne en Scorpion, on note un natif voué à reprendre à son compte le mythe familial. Donc le thème astral, sous cette dominante eau, a une fonction émotionnelle qui est surreprésentée, qui vient sous-tendre une injonction intérieure chez le natif à rester dedans, à rester collé à ce qui est en astrogénéalogie une forme d'obéissance à la loyauté familiale, qui est ici reliée à la lignée maternelle, donc à la chute sociale du grand-père maternel. Cette forme de lien peut conduire, bien sûr, à l'extravagance condamnable qu'on lui reproche fermement aujourd'hui. Uranus, d'ailleurs, vient le délivrer par transit d'une forme de clivage dans le mutisme, dans le déni, et Mars réactiver le besoin de transcender ces pulsions destructrices et de faire l'éclairage de la vérité. Ce qui a pu faire défaut tout au long de ce parcours de vie est au-delà de tout cela. Malgré tout, à mon sens, la communication. La communication des sensations, des sentiments, au travers de tous les traumatismes subis et retransmis dans cet arbre généalogique. Donc, nous le savons bien, nous vivons dans un monde encore duel et cruel, et l'élévation que nous faisons tous vers le Verseau nous insuffle cependant de guérir ces parties-là de nous qui pourraient être cachées, qui pourraient être séparées de leurs histoires, de leurs racines et de leurs origines karmiques familiales. Alors, si le natif reconfigure ses chemins de traverse, je reprends le livre autobiographique qu'il a lui-même écrit, en accueillant le déni dont il a fait preuve par répétition et loyauté, peut-être s'engagera-t-il alors dans une forme réelle de résilience, au lieu d'une surcompensation illusoire. Et là, par voie de conséquence, la couronne de son territoire, de son arbre familial sera alors transmise dans une bienséance, certes, mais dans une bienveillance propre aux transmissions et aux rites de passage. L'héritage familial ne sera plus voué à une forme de dépréciation solidaire, répétitive, mais néanmoins négative.
La question demeure, peut-on être extraordinaire et viser le plus grand bien écologique de la planète si dans son être intérieur, en tant qu'humain, le cheminement de conscience ne reconnaît pas le masculin blessé de l'homme et le féminin intérieur? Ne s'occuper que de la farce visible de l'iceberg maintient le syndrome du Titanic qu'il dénonçait tant. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur, disait notre ami Hermès Trismégiste. Du destin fantastique, écologique de la planète, Nicolas Hulot disait « Comment s'en sortir à l'amiable ?» C'est une véritable volonté de ce natif, à ma lorgnette d'astrologue, de répondre à cette question, pour l'écologie extérieure, mais aussi pour son écologie intérieure, tant son conflit est important.